Le 18 juin 2023, un drame se joue dans les profondeurs de l'Atlantique Nord. Le submersible Titan disparaît avec 5 personnes à bord lors d'une plongée vers l'épave du célébrissime Titanic. Ce qui semble être un accident à première vue prend vite les traits d'une affaire complexe mêlant innovation technologique risquée, négligence et questions éthiques sur le tourisme d'aventure extrême. Aujourd'hui, on en sait beaucoup plus sur ce désastre, je vous raconte. L'histoire du Titanic a profondément marqué la culture populaire. Paquebot britannique de la compagnie White Star Line au début du XXe siècle, le Titanic n'est pas n'importe quel bateau. Il est un bijou incroyablement luxueux et moderne, considéré comme insubmersible en raison de ses compartiments étanches et de son ingénierie avancée. Il promet une nouvelle ère de confort et de sécurité inégalée pour les voyages reliant l'Europe et l'Amérique du Nord. De ce fait, lors de son voyage inaugural, l'attention médiatique est massive. Il quitte Southampton le 10 avril 1912 à destination de New York avec 2208 personnes à bord, passagers et équipage. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, à 23h40, il heurte un iceberg dans l'Atlantique Nord et coule en moins de 3 heures, faisant environ 1500 victimes, en grande partie à cause du manque de canaux de sauvetage. Le 1er septembre 1985, l'épave du Titanic est retrouvée à 3821 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord par une équipe dirigée par Robert Ballard et l'Institut océanographique de Woods Hole. Cette découverte a confirmé que le Titanic s'était brisé en deux avant de couler, et elle remet son histoire sur le devant de la scène. Ce drame devient alors l'un des naufrages les plus célèbres de l'histoire. Son mystère, les récits des survivants, sa redécouverte en 1985 et des œuvres comme le film de James Cameron en 97 ont contribué à faire du Titanic une légende culturelle et historique mondiale. Il est fascinant de constater à quel point l'attrait du Titanic perdure plus d'un siècle après son naufrage, au point que certains sont prêts à payer des sommes énormes pour des expéditions vers l'épave. Si bien qu'en 2021, plus de 100 ans après son naufrage, OceanGate Expedition se met à proposer des plongées touristiques vers la fameuse épave. Et c'était pas les premiers. Dès 98, la société britannique Deep Ocean Expeditions avait initié des plongées commerciales vers l'épave pour 32 500 $ par personne. Ces expéditions de 12 jours ont duré jusqu'en 2012, soit presque 200 plongées, année du centenaire du naufrage, avec des tarifs atteignant 59 000 $ par personne. D'autres entreprises ont continué à proposer des visites touristiques du site. Par exemple, en 2001, un couple américain s'était marié à bord d'un sous-marin russe près de l'épave, illustrant l'attrait touristique de sa destination. Les expéditions d'OceanGate vers le Titanic sont quant à elles d'une durée d'environ 8 jours, facturées pas moins de 250 000 $ par personne. Elles combinent exploration touristique et collecte de données scientifiques pour surveiller l'état de l'épave. C'est ainsi que les avancées technologiques ont transformé ce qui pouvait être un fantasme inaccessible il y a des dizaines d'années en une réalité touristique et puis en cauchemar. 18 juin 2023. Dans les profondeurs de l'océan Atlantique Nord, le silence est assourdissant. C'est dans ce silence qu'ont résonné les dernières communications entre le Titan, un petit submersible principalement destiné à l'exploration de l'épave du Titanic exploité par la société OceanGate, et son navire de soutien, le Polar Prince. All good here, ou tout va bien en français. Ce message, envoyé peu avant la perte de communication, illustre la rapidité avec laquelle la situation s'est détériorée, ne laissant aucune chance à l'équipage de signaler quelconque difficulté. 5 personnes sont à bord. Stockton Rush, le PDG d'OceanGate et pilote du submersible, Hamish Harding, un homme d'affaires britannique connu pour son goût pour les expéditions audacieuses dans l'espace ou sous la surface, Sajada Dawood, un homme d'affaires pakistano-britannique qui mène des investissements diversifiés à l'international, notamment dans des projets d'exploration maritime. Il est accompagné de son fils Suleiman Dawood, et enfin Paul-Henri Narjolet, un Français expert en épave maritime surnommé Monsieur Titanic, reconnu pour sa longue expérience dans l'exploration de l'épave du Titanic. Il n'en est pas à sa première expédition vers le Titanic. Depuis 1987, il en a effectué plus de 35. Il a supervisé la récupération de plus de 5000 artefacts, dont une section de 20 tonnes de la coque du navire, connue sous le nom de Big Piece, qui est d'ailleurs exposée au Titanic The Artifact Exhibition, qui est situé dans l'hôtel Luxor à Las Vegas. Avec ce silence radio débute une véritable course contre la montre, dans l'espoir de sauver les passagers du sous-marin. Rappelons que faire une expédition touristique à des profondeurs extrêmes de 3800 mètres et plus, c'est extrêmement rare et complexe, principalement en raison de 3 facteurs majeurs: les contraintes technologiques, les coûts exorbitants et les risques liés à la pression extrême. Donc ne plus avoir de nouvelles dans ce genre de situation, c'est vraiment inquiétant. L'opération de recherche et de sauvetage du Titan est une entreprise d'une ampleur sans précédent. Elle mobilise des ressources internationales considérables. Même avec les technologies les plus avancées à notre disposition aujourd'hui, ce type de mission représente un défi colossal. La mobilisation internationale pour retrouver le Titan est remarquable par son intensité et sa rapidité. Des pays comme les États-Unis, le Canada, la France et les Bahamas unissent leurs efforts, déployant
déployant une flotte impressionnante de navires équipés de technologies de pointe pour la recherche sous-marine. Au cœur de cette opération, les véhicules sous-marins télécommandés et les systèmes sonars jouent un rôle crucial. Ces technologies permettent d'explorer les profondeurs abyssales à la recherche du moindre indice. Équipés de caméras haute définition et d'outils de manipulation précis, ces sous-marins télécommandés, qu'on appelle des ROV, permettent aux experts d'examiner de près les débris sans risquer de vie humaine supplémentaire. Mais ces outils, ils ont beau être au top de la tech, l'hostilité de l'environnement marin à près de 4000 mètres de profondeur, ça révèle leurs limites. La pression extrême, l'obscurité totale et les courants imprévisibles sont autant d'obstacles pour les équipes de recherche. Et pendant ce temps-là, le temps presse, parce que tout le monde sait que la réserve d'oxygène du Titan, elle est pas illimitée. Chaque heure qui passe réduit drastiquement les chances de survie des passagers. Et au bout d'un certain temps, des bruits de cognement sont détectés en bas. Les équipes y voient un potentiel signe de vie. Les données acoustiques sont délicates à interpréter, et malheureusement elles sont aussi trompeuses. L'espoir retombe comme un soufflet, ces bruits n'ont rien à voir avec une quelconque trace de vie. La pression médiatique intense qui accompagne l'opération dès le début ajoute une couche complémentaire de complexité à l'affaire. Il faut naviguer entre la nécessité de transparence envers le public et le besoin de concentration sur la mission. C'est pas la première plongée du Titan vers le Titanic pourtant, mais c'est son lancement officiel, et contrairement aux plongées précédentes, cette expédition compte à bord des figures mondialement connues, ce qui a immédiatement attiré l'attention des médias. Elle était présentée comme l'aboutissement d'un projet ambitieux et révolutionnaire dans le domaine de l'exploration sous-marine privée. OceanGate avait misé sur une stratégie marketing audacieuse, en insistant sur les technologies prétendument innovantes utilisées dans la construction de l'engin. Le 22 juin 2023, 4 jours après la perte de contact avec les membres de l'équipage du Titan, les équipes parviennent enfin à localiser les débris de l'appareil à une profondeur vertigineuse de près de 4000 mètres. Dites-vous que si vous nous écoutez en podcast, et oui d'ailleurs on est aussi disponible en podcast, les liens sont en description, vous n'avez pas les images mais il y a vraiment des débris partout, c'est impressionnant. Les débris du Titan sont retrouvés à environ 1600 pieds, soit 500 mètres de l'épave du Titanic, dispersés sur une vaste zone, ce qui témoigne de la violence de l'incident. Il est sans dire qu'aucun des passagers à bord n'a survécu à un tel drame. Avec cette découverte, certains éléments commencent à mettre la puce à l'oreille des experts. Certaines étrangetés attirent leur attention. Quelque chose cloche dans l'affaire. Dès l'analyse préliminaire, des détails troublants sur la conception et la construction du Titan sont observés, notamment en comparant l'état des débris du Titan avec ceux d'autres épaves sous-marines. Et là, surprise. Contrairement aux épaves qui se détériorent lentement au fil du temps sous l'effet de la corrosion et de l'activité biologique, les débris du Titan présentent des signes de destruction instantanée. Mais alors, que s'est-il passé avec le Titan? Pourquoi et comment la vie de ses passagers ont-elles pu être négligées à ce point? Et bien juste avant de répondre à cette question, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, voilà, pour découvrir les dessous de nombreuses affaires obscures. On publie 2 fois par mois et la majorité d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne, pourtant vous êtes déjà presque 600 000 à l'avoir rejoint, alors si vous le faites, merci beaucoup. Premier élément non négligeable, les défaillances du système de communication du Titan. Car la première question qu'on se pose, assez naturellement, c'est pourquoi les passagers n'ont-ils pas lancé une alerte en amont de l'accident? Au début, il a été supposé que la perte de communication était due à une panne ou à une catastrophe soudaine. Cette dernière s'est produite environ 1h45 après le début de la plongée, ce qui correspond presque exactement au moment fatal. On peut donc penser qu'ils n'ont juste pas eu le temps de lancer une alerte, sauf que, en poussant les analyses, on réalise que les systèmes de communication du Titan n'étaient pas du tout adaptés aux conditions extrêmes des profondeurs de l'océan. Les submersibles de recherche modernes sont équipés de systèmes de communication redondants, autrement dit d'un ensemble de technologies de communication conçues pour garantir que l'équipage puisse rester en contact avec la surface, même en cas de panne d'un des systèmes principaux. Dispositif essentiel pour la sécurité lors d'opérations critiques, notamment dans des environnements isolés ou à haut risque comme, je sais pas, au hasard, l'exploration sous-marine ou aérienne. Et le Titan, il était sous-équipé pour faire face à ces défis. Le système de surveillance acoustique du Titan s'est lui aussi révélé défectueux. Des rapports indiquent que certains capteurs ne fonctionnaient pas correctement pendant la plongée, privant potentiellement l'équipage d'avertissements cruciaux sur l'intégrité du submersible. Une défaillance qui soulève des questions troublantes sur les protocoles d'entretien et de vérification pré-plongée d'OceanGate. Alors les passagers n'ont-ils pas eu le temps ou n'ont-ils pas pu avertir d'une situation jugée anormale? Ce qui est sûr, c'est que cette lacune technologique a considérablement entravé les efforts de recherche et de sauvetage, réduisant drastiquement les chances de survie de l'équipage. La seconde question qu'on se pose, c'est que s'est-il passé? Pourquoi cet accident? La catastrophe qui a frappé le submersible nous plonge au cœur d'un phénomène physique aussi fascinant que terrifiant, l'implosion sous-marine. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé à 3800 mètres de profondeur, il faut examiner les forces colossales qui entrent en jeu dans les abysses. À de telles profondeurs, la pression exercée par l'eau est si intense qu'elle peut écraser instantanément toute structure présentant la moindre faiblesse. Dites-vous qu'une telle pression pourrait écrabouiller un gratte-ciel entier ou une navette spatiale. Même un réacteur nucléaire serait potentiellement vulnérable là-dessous. Et c'est précisément ce qui s'est produit avec le Titan. La reconstitution scientifique des derniers instants du submersible
nous apprend que lorsque la structure du Titan a cédé sous la pression de l'eau, le processus de destruction s'est déroulé en moins d'1 seconde. Une rapidité fulgurante qui explique pourquoi l'équipage n'a eu aucune chance de réagir. L'effondrement brutal de la coque a probablement provoqué une onde de choc dévastatrice, pulvérisant instantanément tout ce qui se trouvait à l'intérieur du submersible. Pour se rendre compte, il faut imaginer qu'au niveau de la mer, la pression de l'air autour de nous est d'environ 1 bar, ce qui est parfaitement supportable pour notre corps. Sous l'eau, elle augmente rapidement, à 10 mètres de profondeur, elle double, et à 50 mètres, elle est 6 fois plus forte que celle que nous ressentons sur Terre. Dans un avion, la cabine est pressurisée à environ 0,8 bar, soit une sensation similaire à celle qu'on aurait en haut d'une montagne. Mais à 3800 mètres sous l'océan, là où repose l'épave du Titanic, la pression atteint 380 bars, soit l'équivalent du poids de 380 voitures sur chaque centimètre carré. Les facteurs responsables du déclenchement de cette implosion fatale sont multiples. Certains ont évoqué une possible défaillance structurelle progressive résultant des plongées successives du Titan, d'autres parlent au contraire d'un événement soudain, comme une collision avec un débris ou une formation rocheuse. Mais là encore, quelque chose pose problème dans la conception même du sous-marin. Une conception atypique qui l'a rendu particulièrement vulnérable aux contraintes extrêmes des grands fonds marins et qui fait de l'hypothèse selon laquelle le Titan n'a tout bonnement pas été en mesure de résister aux pressions extrêmes auxquelles il était soumis l'hypothèse la plus probable. En effet, l'analyse des experts révèle que la forme cylindrique du Titan, contrairement à une conception sphérique plus traditionnelle, a probablement contribué à une répartition inégale de la pression sur sa coque. Cette distribution asymétrique des forces a pu créer des points de faiblesse structurels, augmentant considérablement les risques d'accident. Ce choix de conception a bien évidemment suscité de vives critiques parmi les experts du domaine. Dès 2018, la question des signes avant-coureurs de l'implosion se pose. Y a-t-il eu des bruits ou des craquements dans le sous-marin en amont? Malheureusement, dans les profondeurs abyssales, la détection de tels signes est très compliquée. Les craquements et les grincements, souvent considérés comme normaux dans un environnement sous haute pression, peuvent masquer des indices cruciaux d'une défaillance. En plus de ça, l'obscurité totale et l'isolement limitent considérablement l'inspection visuelle et donc la détection de problèmes structurels. C'est bien le problème, on pense toujours voir venir la catastrophe, qu'il y aurait des signes clairs, des alertes évidentes, mais parfois tout se joue sans qu'on se rende compte de rien. Et quand on réalise ce qui se passe, c'est déjà trop tard. Un peu comme nos données personnelles en fait. Depuis le début de l'année, je sais pas vous, mais moi je me fais harceler par des appels avec des numéros en 06, et quand je réponds, je tombe sur des voix robotiques qui cherchent probablement à me vendre une petite virée en sous-marin. Je suis pas sûr de vouloir accepter, mais si vous aussi vous vivez cet enfer, c'est pas un hasard. Certainement que vos infos personnelles sont en train d'être partagées un peu partout sur internet. Des fuites de données, il y en a littéralement tout le temps. Rien qu'en janvier 2024, plus de 2 milliards de registres ont fuité en Europe. Alors c'est pas aussi mortel qu'une fuite d'eau dans un submersible d'OceanGate, mais si vous pensez y avoir échappé, vous êtes très optimiste. Le pire, c'est que personne vous prévient quand vos données sont volées. Il y a des personnes dont le métier c'est de collecter et revendre vos données pour que d'autres en profitent. Moyennant un petit billet, des inconnus peuvent avoir accès à votre mail, votre numéro de téléphone, votre adresse et même votre historique YouTube, et j'espère au moins que c'était pour regarder mes vidéos. Recevoir des spams et des appels indésirables, c'est déjà chiant, mais le vrai problème, c'est que ça peut aller jusqu'à de l'usurpation d'identité et de multiples arnaques. Heureusement, vous avez le droit de demander la suppression de vos données, sauf que si vous vouliez le faire vous-même, ça prendrait des centaines d'heures et il faudrait recommencer régulièrement parce que ces courtiers en données, ils lâchent rien. C'est là qu'Incogni entre en jeu. Eux, leur job, c'est de faire le ménage à votre place. Vous créez un compte Incogni, vous leur donnez l'autorisation de gérer tout ça, et eux, ils contactent les courtiers pour exiger la suppression de vos données. Ils vous tiennent au courant de leur avancée, c'est totalement transparent, et leur forfait annuel est particulièrement avantageux parce que en y souscrivant, ils opéreront une veille constante pour s'assurer que vos données restent confidentielles. Vous pouvez même inclure dans votre demande jusqu'à 3 adresses mail et postales, histoire d'être sûr d'être tranquille absolument partout. Alors à titre perso, j'utilise moi-même Incogni pour de vrai, et ça m'a vraiment aidé à me faire moins spam d'appels de merde. Si vous en avez marre que vos infos personnelles soient dispo en libre service, Incogni vous propose 60% de réduction sur l'abonnement annuel avec mon code HARDDISK. Le lien est en description, merci à eux pour leur soutien, et maintenant on continue notre histoire. L'histoire de l'explosion océanique est jalonnée de cas d'implosion sous-marine. Rares, certes, mais réguliers dans l'histoire. Ces incidents tragiques rappellent les défis immenses auxquels sont confrontés les ingénieurs dans la conception de structures capables de résister à des pressions aussi extrêmes. Encore aujourd'hui, l'exploration des grands fonds reste une entreprise dangereuse, nécessitant une approche rigoureuse et prudente. En revanche, les connaissances scientifiques actuelles permettent de mettre en lumière de manière flagrante la négligence d'OceanGate dans la conception du Titan et son absence de rigueur. Au cœur de la tragédie du Titan se trouve un paradoxe technologique
technologique qui a secoué le monde de l'ingénierie sous-marine. L'utilisation d'une coque en fibre de carbone pour sa construction, initialement célébrée comme une innovation audacieuse, s'est révélée être l'élément central d'une controverse aux conséquences dévastatrices. Cette décision d'OceanGate a suscité une tempête de critiques au sein de la communauté scientifique dès 2015, remettant en question les limites de l'innovation dans l'exploration des grands fonds marins. La fibre de carbone, c'est un matériel révolutionnaire conçu pour sa légèreté et sa résistance. Un choix apparemment idéal pour un submersible destiné à plonger à des profondeurs extrêmes à première vue. Sauf que les experts ont vite soulevé des inquiétudes quant à son comportement sous pression intense. Le problème majeur réside dans la nature anisotrope de ce matériau composite. Et vous inquiétez pas, moi non plus, je savais pas ce que ça voulait dire. En fait, ça signifie qu'il réagit pas de manière uniforme quand il est soumis à des contraintes, comme par exemple 325 trilliards de tonnes de flotte, par exemple. Ça le rend particulièrement vulnérable à la fatigue et à la défaillance dans les environnements marins profonds. Il faut savoir que l'American Bureau of Shipping, une autorité respectée dans le domaine maritime, n'a jamais approuvé l'utilisation de la fibre de carbone pour les coques pressurisées des submersibles habités. Cette position réglementaire, elle repose sur deux arguments, déjà un nombre de tests trop faible et les faiblesses connues du matériau sous haute pression. En choisissant d'utiliser la fibre de carbone, OceanGate a sciemment pris des risques considérables. Les inquiétudes ne se limitaient pas à la coque elle-même. Le hublot du Titan, un élément crucial pour la sécurité du submersible, n'était homologué que pour une profondeur de 1300 mètres, bien en deçà de la profondeur de plongée prévue de 4000 mètres. Un fait qui a bien sûr fait sauter au plafond de nombreux experts. OceanGate a donc clairement pris la décision de procéder à des plongées sans aucune certification appropriée. Ils ont préféré ne pas solliciter l'American Bureau of Shipping pour une évaluation de sécurité, une pratique pourtant courante dans l'industrie. C'est l'absence de surveillance réglementaire qui a ensuite permis au Titan d'opérer sans ces certifications. Le processus même de la construction de la coque du Titan a été sujet à controverse. La méthode employée consistait à enrouler la fibre de carbone autour d'un mandrin en acier, c'est une pièce métallique cylindrique qui fait partie d'une machine rotative, mais des problèmes tels que des plis dans le matériau et une liaison inadéquate entre les couches ont été signalés. On imagine donc assez facilement que ces défauts de fabrication pourraient avoir contribué à l'incapacité de la coque à résister aux pressions extrêmes. Un autre point de préoccupation majeur concernait l'adhésif utilisé dans la construction de la coque. Non approprié pour résister à la pression, ce dernier était susceptible d'entraîner une délamination, autrement dit de s'effriter, et donc une défaillance de la structure dans un environnement extrême. Ce qui est dommage quand le truc va 100% opérer dans un environnement extrême. Tous ces éléments ont été progressivement révélés dans le cadre des enquêtes ouvertes après l'accident, celle de la garde côtière américaine, l'USCG, qui a révélé des manquements aux normes de sécurité et de nombreuses négligences de la part d'OceanGate, celle du Bureau de la sécurité des transports du Canada, le BST, lancé car le navire support du Titan, le Polar Prince, naviguait sous pavillon canadien, celle du Bureau d'enquête sur les événements de mer, le BEA Mer en France, et la Marine Accident Investigation Branch, MAIB, au Royaume-Uni, liée à la nationalité des victimes. Puis en septembre 2024, des audiences publiques ont été organisées par l'USCG. Au fil des audiences publiques, une question a émergé. Et si cette catastrophe avait pu être évitée? Des témoignages révèlent que des voix se sont élevées au sein d'OceanGate pour avertir sur les risques pris par la société. Ces révélations, elles nous plongent dans les coulisses d'une entreprise où la sécurité a été reléguée au second plan au détriment de la vie d'individus. Les lanceurs d'alerte, ces employés courageux qui ont risqué leur carrière pour alerter sur les dangers du Titan, ils se sont heurtés à un mur d'indifférence et de déni. Au cœur de cette controverse se trouve David Lockridge, ancien directeur des opérations marines chez OceanGate. En 2018, Lockridge avait exprimé des inquiétudes majeures concernant la sécurité du Titan, en soulignant notamment l'absence de tests non destructifs sur la coque en fibre de carbone et le fait que le hublot n'était certifié que pour des profondeurs allant jusqu'à 1300 mètres. Ces remarques avaient entraîné son licenciement et des poursuites judiciaires par OceanGate pour violation présumée de son accord de confidentialité. Mais il n'a pas été le seul à répéter des avertissements concernant les failles de conception du Titan. En 2018, d'autres experts de l'industrie, notamment des membres de la Marine Technology Society, avaient adressé une lettre à Stockton Rush, le PDG d'OceanGate, pour exprimer leurs inquiétudes quant à l'approche expérimentale de l'entreprise, prévenant que celle-ci pourrait conduire à des conséquences négatives allant de mineures à catastrophiques. Cette lettre, elle exhortait aussi OceanGate à obtenir une certification auprès d'une société de classification reconnue. Bien que la lettre n'ait pas été officiellement envoyée, une discussion franche avait eu lieu entre le président du comité, William Conen, et Stockton Rush, sans aboutir à un consensus. Cette mise en garde collective, elle aurait dû sonner comme un signal d'alarme pour la direction, qui a préféré tout bonnement l'ignorer. Alors que de nombreuses entreprises du secteur mettent en place des systèmes pour encourager et protéger les employés qui signalent des problèmes de sécurité, OceanGate a pris le contre-pied. Les conséquences professionnelles pour ceux qui ont osé s'exprimer ont été radicales. Certains, comme Lockridge, se sont retrouvés engagés dans des batailles juridiques coûteuses et éprouvantes, d'autres ont vu leur réputation professionnelle remise en question ou ont dû faire face à des difficultés pour trouver un nouvel emploi dans l'industrie. Tony Nissen, par exemple, avait rejoint OceanGate en 2016 en tant que directeur de l'ingénierie. Dès son arrivée, il avait exprimé des réserves concernant la conception et les opérations du Titan. En 2018, lorsque Stockton lui avait demandé de piloter
piloter l'engin lors d'une expédition vers l'épave du Titanic, Nissen avait refusé, déclarant « Je ne monte pas à bord ». Il avait également signalé des problèmes techniques, notamment après qu'un pilote avait découvert une fissure dans la coque du Titan, rien que ça. À la suite de ça, il avait refusé d'approuver de nouvelles plongées, une position qui avait conduit à son licenciement en 2019. Nissen fait partie des personnes qui ont témoigné lors des audiences publiques en septembre 2024, décrivant OceanGate comme une organisation où les préoccupations de sécurité sont souvent ignorées au profit de l'innovation rapide. Il a également mentionné que des décisions techniques cruciales avaient été prises sans consultation adéquate. La même année, Rob McCallum, spécialiste renommé de l'exploration en eau profonde, avait lui aussi averti Stockton Rush que l'absence de certification indépendante du Titan pourrait mettre en danger les clients. Rush avait bien sûr rejeté ces avertissements, les qualifiant d'insultes personnelles. Autre exemple, Antonella Wilby, ancienne contractuelle d'OceanGate, a témoigné que le Titan utilisait un système de navigation peu fiable. Wilby avait suggéré l'adoption de logiciels standards pour un suivi en temps réel, mais sa proposition avait été rejetée, l'entreprise souhaitant développer son propre système sans en avoir le temps nécessaire. Dans son témoignage, elle a également rapporté qu'après la 81e plongée du Titan en 2022, un bruit fort audible depuis la surface avait été entendu lors de sa remontée, suggérant une fragilisation du matériau. Une panne de batterie avait aussi obligé l'équipe à effectuer une remontée d'urgence en larguant du lest manuellement. Steven Ross, ancien directeur scientifique d'OceanGate, a quant à lui raconté qu'une semaine avant l'implosion fatale, le Titan avait heurté un mécanisme de lancement en raison d'un dysfonctionnement du ballast, c'est le nom qu'on donne au réservoir d'eau de mer, provoquant le renversement du submersible. En gros, il a basculé. Ça signifie que l'équilibre du submersible était compromis, ce qui est très dangereux à grande profondeur. Et on ne sait pas en revanche si une inspection avait suivi cet incident. Les témoignages d'anciens employés dressent un tableau inquiétant de la culture de sécurité de la boîte. Amber Bay, ancienne directrice de l'administration, a révélé que les employés voyaient le paiement de leur salaire parfois différé en raison de difficultés financières. Une situation précaire qui soulève des questions sur les priorités de l'entreprise et sur la manière dont les contraintes économiques ont pu influencer les décisions en matière de sécurité. Et dans un domaine aussi critique que l'exploration sous-marine, où la moindre défaillance peut avoir des conséquences fatales, il est plus que déconseillé de chercher à faire des économies sur la conception ou sur les systèmes de sécurité. James Cameron lui-même, réalisateur de Titanic et passionné d'exploration sous-marine, a vivement critiqué l'expédition du Titan. Pour lui, cette tragédie était évitable et résulte d'une prise de risque inconsidérée de la part d'OceanGate. Et alors, pour la petite histoire, Cameron, il a effectué pas moins de 12 plongées sur l'épave du Titanic. Ces expéditions ont été réalisées en 95 et pour filmer l'épave à une profondeur de plus de 3800 mètres, Cameron avait utilisé une caméra spécialement conçue pour résister à la pression extrême, développée en collaboration avec son frère Mike Cameron et la société Panavision. Chaque plongée durait environ 2 heures et les deux dernières ont permis d'introduire la caméra à l'intérieur de l'épave à l'aide d'un mini sous-marin télécommandé. Ces images authentiques de l'épave ont été intégrées dans son film Titanic de 97, renforçant le réalisme des scènes sous-marines. Après la sortie du film, Cameron a poursuivi son exploration du Titanic en réalisant le documentaire Les Fantômes du Titanic en 2003, offrant une plongée immersive au cœur de l'épave. La tragédie du Titan ne se limite pas à la perte dramatique de vie humaine, elle ouvre également la porte à un véritable bourbier juridique pour OceanGate. Parce que cette affaire, elle soulève des questions cruciales sur la réglementation de l'exploration sous-marine commerciale et elle pourrait bien redéfinir l'avenir de cette industrie. Les experts juridiques soulignent que la bataille légale qui s'annonce sera complexe et potentiellement ardue pour les familles des victimes également. La loi sur les décès en haute mer, qui s'appelle le Death on the High Seas Act, pourrait limiter les dommages et intérêts aux seules pertes pécuniaires telles que les revenus futurs. De plus, le statut des passagers du Titan pose problème, ne pouvant être considérés comme des marins au sens de la loi Jones Act, une loi américaine qui régit le transport maritime et la protection des marins en cas de blessure ou de décès survenant en mer, les familles pourraient se voir privées de certaines voies de recours légales. En effet, pour être protégés par cette loi, les individus doivent être considérés comme des marins employés à bord d'un navire éligible, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. La stratégie d'OceanGate consistant à qualifier les passagers de spécialistes de mission a d'ailleurs été vivement critiquée comme une tentative de contourner les exigences réglementaires en matière de sécurité des passagers. Cependant, un élément crucial pourrait faire pencher la balance. L'argument selon lequel l'équipage était conscient du danger imminent lors de la descente du submersible et qu'ils ont donc subi une angoisse extrême. En août 2024, la famille de Paul-Henri Nargolet, le fameux explorateur français et victime de l'accident, a engagé une action en justice contre OceanGate. La plainte, déposée dans l'état de Washington, allègue une négligence grave de la part d'OceanGate et réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts. Les avocats de la famille affirment qu'OceanGate n'a pas divulgué des informations essentielles concernant l'état et la durabilité du Titan. Ils soutiennent que si Nargolet avait été informé des défauts et des lacunes du submersible, il n'aurait tout simplement pas participé à l'expédition. La plainte met également en avant la terreur qui a dû saisir l'équipage et leur angoisse mentale en réalisant l'issue fatale imminente avant l'implosion. Des indications telles que le largage de poids 90 minutes après le début de la plongée suggèrent que l'équipage avait tenté d'abandonner ou d'interrompre la descente. Cette allégation, si elle est prouvée, elle pourrait avoir des implications significatives
négative sur l'issue du procès. Car en droit des dommages corporels, la souffrance psychologique avant la mort peut augmenter considérablement le montant des indemnités. C'est dans tous les cas pas gagné, même s'ils arrivent à le prouver, parce que OceanGate pourrait se défendre en affirmant que les passagers avaient signé des décharges de responsabilité, acceptant le risque de l'expédition. Mais si l'équipage n'avait pas été pleinement informé des défauts du Titan, ou s'ils ont découvert trop tard que l'expédition était plus dangereuse que prévu, alors la validité de cette décharge pourrait être remise en question. Ça pourrait renforcer l'argument selon lequel OceanGate a sciemment exposé les passagers à un danger qu'ils ne comprenaient pas pleinement, ce qui pourrait annuler les décharges. Parallèlement aux poursuites civiles, OceanGate fait face à une enquête fédérale menée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Cette investigation, qui a déjà conduit à l'audition d'anciens employés et de participants aux expéditions, pourrait s'étendre au-delà des aspects de sécurité pour examiner de potentielles malversations financières. Avec plus de 28 millions de dollars levés auprès d'investisseurs, les pratiques financières d'OceanGate sont désormais passées au peigne fin. L'enquête menée par la garde côtière américaine rajoute une couche supplémentaire à l'affaire. Le Marine Board of Investigation organise des auditions pour déterminer les causes de l'implosion du Titan, scrutant à la loupe les pratiques opérationnelles de l'entreprise et les décisions prises par Stockton Rush. L'objectif de cette enquête dépasse le simple cadre de l'attribution des responsabilités, il s'agit d'établir des recommandations de sécurité pour prévenir de futurs incidents similaires. Les conclusions de cette enquête pourraient impacter l'ensemble de l'industrie. La suspension de toutes les opérations d'OceanGate suite à la catastrophe du Titan soulève des questions fondamentales sur l'avenir du tourisme en eau profonde et sur le cadre réglementaire qui régit ces expéditions périlleuses. Cette décision de l'entreprise, elle peut être interprétée comme une reconnaissance tacite de la gravité de l'incident et de ses implications potentielles. Elle pourrait également marquer un tournant dans l'industrie, en incitant d'autres acteurs à réévaluer leurs pratiques et à adopter des normes de sécurité plus strictes. Mais derrière toute cette histoire résonne encore et toujours le même nom, Stockton Rush. Il s'agit du PDG d'OceanGate, décédé lors de cette fameuse plongée. Cet homme, qui incarnait l'esprit d'innovation et de prise de risque, est désormais au cœur d'une controverse qui soulève des questions fondamentales sur l'éthique de l'exploration sous-marine et sur les limites de l'innovation. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il est essentiel d'examiner de plus près le parcours et la vision de Rush, ainsi que les décisions qui ont conduit à cette catastrophe. Stockton Rush, c'était pas un nouveau venu dans le monde de l'ingénierie et de l'exploration. Son background en aéronautique avait sans doute influencé sa vision de la conception de submersibles, le poussant à privilégier des matériaux légers comme la fibre de carbone plutôt que des options plus traditionnelles et éprouvées comme le titane. La décision de Rush de s'écarter des normes établies dans l'industrie sous-marine témoignait d'une confiance excessive dans sa capacité à révolutionner le domaine. Sa philosophie au sujet de l'innovation et de la prise de risque est résumée dans sa déclaration. Une attitude qui est en général considérée comme étant super audacieuse dans certains contextes, mais qui prend une dimension bien différente lorsqu'elle est appliquée à l'exploration des grands fonds marins, où la moindre erreur peut avoir des conséquences fatales. Ou encore quand, je sais pas, elle coûte la vie à 5 personnes. Il est légitime de se demander si Rush avait pleinement conscience des risques qu'il prenait, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les passagers qui lui faisaient confiance. Son approche non conventionnelle dans la conception du Titan pousse à se demander s'il avait compris les enjeux spécifiques à l'exploration sous-marine. Certes, son expérience en aéronautique était précieuse, mais finalement, elle garantissait en rien ses capacités à gérer les problématiques liées aux profondeurs océaniques. Cette lacune dans ses connaissances pourrait expliquer en partie pourquoi il a choisi de s'écarter si radicalement des pratiques établies dans l'industrie. D'un point de vue psychologique, le comportement de Rush porte même un petit nom. Il s'agit du syndrome de l'hubris, un phénomène souvent observé chez les entrepreneurs et les leaders charismatiques. Ce syndrome se caractérise par une confiance excessive en ses propres capacités, un mépris pour les avis contraires et une tendance à sous-estimer les risques. Et la culture d'entreprise d'OceanGate, elle a été façonnée par la personnalité de Rush. De fait, elle a favorisé les prises de risques excessives. En rejetant les avertissements d'experts et en qualifiant les normes de l'industrie de frein à l'innovation, Rush a créé un environnement où la prudence et la rigueur scientifique étaient perçues comme des obstacles plutôt que comme des garde-fous. Mais la quête de notoriété a aussi joué un rôle dans les décisions de Rush. Dans un monde où l'attention médiatique peut se traduire en opportunités commerciales et en investissement, la tentation de faire les gros titres avec des exploits spectaculaires peut éclipser les considérations de sécurité. Et Rush, il était particulièrement sensible à ça. Il voulait à tout prix positionner OceanGate comme une entreprise révolutionnaire dans le domaine encore largement inexploré du tourisme d'aventure. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il aura eu son grand titre dans les journaux, et ça, pour ceux qui connaissent le film, ça fait forcément écho à ça. Je pense que vous allez avoir vos gros titres, monsieur Ismay. On dit souvent que l'histoire se répète. Mais dans le cas du Titan et du Titanic, cette répétition elle prend une tournure particulièrement troublante. Plus d'un siècle sépare ces deux catastrophes maritimes, et pourtant les parallèles entre elles sont si frappants qu'ils nous obligent à nous interroger sur notre capacité à tirer les leçons du passé. Comment expliquer que nous n'ayons pas su éviter une tragédie qui semble être l'écho moderne d'un désastre historique? Au cœur de ces deux drames se trouve une même confiance excessive dans la technologie, une sorte d'orgueil déplacé qui a conduit à sous-estimer les dangers de l'environnement marin et à systématiquement ignorer les avertissements. Avant le naufrage du Titanic, des
voix s'était élevée pour souligner les risques liés à la vitesse excessive du navire dans des eaux parsemées d'icebergs. Et ces mises en garde, elles ont été balayées d'un revers de main par les dirigeants de la compagnie de paquebot White Star Line, soucieux de maintenir le calendrier prévu. La pression commerciale a également joué un rôle dans ces deux catastrophes. La White Star Line était engagée dans une course effrénée pour dominer le lucratif marché des traversées transatlantiques, ce qui l'a poussé à prendre des risques inconsidérés. Pour faire une arrivée spectaculaire à New York et prouver que le Titanic pouvait être plus rapide que ses concurrents, le propriétaire de la White Star Line, J. Bruce Ismay, avait insisté pour maintenir une vitesse élevée de nuit dans une zone glacée, malgré les avertissements de certains membres de l'équipage. Ce qui a ensuite laissé trop peu de temps pour éviter l'iceberg. Dans les deux cas, la quête du profit et du prestige a conduit à des compromis dangereux en matière de sécurité. L'une des conséquences les plus immédiates de la catastrophe est l'intensification des procédures de test et de certification pour les submersibles commerciaux. Les autorités réglementaires, jusqu'alors relativement passives, se voient obligées d'établir des normes plus strictes et plus complètes. Résultat, les opérations commerciales dans les grands fonds marins vont ralentir le temps que l'industrie s'adapte à ces exigences. Paradoxalement, à long terme, ces changements pourraient renforcer la confiance du public dans la sécurité de ces expéditions et ainsi ouvrir la voie à une croissance du secteur. Il va dans tous les cas être nécessaire pour les acteurs du tourisme extrême de retrouver la confiance du grand public. Et si les scandales autour de grandes entreprises vous intéressent, découvrez la face cachée de Nestlé, le plus grand groupe alimentaire du monde, qui est mêlé à de sombres histoires d'esclavagisme d'enfants, de vol de ressources vitales, de déforestation et même de décès de ses consommateurs.